Bon, juste un petit disclaimer avant de vous laisser avec l'épisode de cette semaine. On a écouté vos avis et vos recommandations. On a également plein d'idées pour cette année et cette nouvelle saison, notamment des nouveaux formats qui vont arriver d'ici peu. Et on est hyper content d'être de retour, donc on a hâte d'avoir vos avis, vos éventuelles idées pour les prochains épisodes. Surtout si l'épisode de cette semaine vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire, à en parler autour de vous. Et sur ce, je vous laisse avec l'épisode, en espérant qu'il vous plaira. Salut à tous, on est de retour pour une nouvelle saison, un nouvel épisode de rentrée. Et puis aujourd'hui, donc on se retrouve avec Jocelyn. Salut. Charlotte. Salut. Et puis Barry. Bonjour. Et moi-même. Donc aujourd'hui un petit épisode à la bonne franquette entre nous avec différentes chroniques. Et c'est Jocelyn qui va commencer. Ouais, et on continue avec les bonnes habitudes. Moi j'ai toujours présenté un peu les nouvelles, j'essaye quand même plutôt positives globalement. Donc voilà, là c'est le cas pour cette chronique, même si ça pourra varier un peu pendant l'année, on pourra peut-être parler de trucs plus ou moins sérieux, mais bon, pour la première je me suis dit, on va repartir sur les bonnes bases, on va repartir avec des trucs cool. Donc la première nouvelle, ça s'est passé lundi 27 septembre, je pense que vous l'avez vu. Il y a un vaisseau de la NASA qui a percuté volontairement un astéroïde. Voilà. Ça s'appelle la mission DART. Donc pour ceux qui sont pas bilingues, groupe 1, 2, on pense à vous. DART en anglais, ça veut dire fléchette. Et donc, cette mission porte bien son nom, vu qu'elle avait pour but d'étudier la possibilité de dévier la trajectoire d'un astéroïde, si jamais il y en avait un qui se dirigeait vers la Terre. En l'occurrence, celui visé ne représentait aucun danger pour nous, d'une taille de 160 mètres de diamètre, donc quand même un astéroïde assez balèze. Mais il est situé à 11 millions de kilomètres de nous, donc très loin. Et en fait, il orbite autour d'un autre astéroïde qui est beaucoup plus gros. Et donc, la mission avait pour but de percuter le petit astéroïde du coup, qui orbite pour faire dévier son orbite et voir si c'était possible. Donc l'astéroïde a été percuté par le missile à plus de 20 000 km/h. Et donc les scientifiques vont observer du coup l'orbite pour voir si elle s'est rapprochée du plus gros astéroïde pour savoir si c'est possible. Et c'est assez fou les détails qu'on arrive à voir sur l'astéroïde jusque vraiment au dernier moment, quoi, avant l'impact. Voilà. Incroyable. Les images qui sont fournies par la NASA. C'est incroyable. Est-ce que cette image sera réutilisée dans le prochain blockbuster? C'est possible. Est-ce qu'il y aura un film sur tout le truc? Sur la mission, ouais, non, je dirais. Netflix, Il y alors. a déjà des films un peu catastrophes sur un astéroïde. Okay. Voilà. Ensuite, on change complètement de thématique. Donc, deux nouvelles qui sont en lien l'une de l'autre. Et ça concerne le plastique dans les océans. Donc ça, c'est pas forcément toujours marrant. Parce que selon les estimations, il y en aurait environ 150 millions de tonnes. Pour vous donner une idée, la Tour Eiffel, elle pèse 10 000 tonnes. Le château de Chambord, 220 000 tonnes. Donc on est vraiment... il y a à peu près 80 châteaux de Chambord dans les océans. Et on produit environ 400 millions de tonnes de plastique par an, ce qui est énorme. Et en fait, c'est l'organisation The Ocean Cleanup, donc qui est assez connue maintenant. Et leur but, du coup, c'est d'éliminer le continent de plastique qui se situe dans le Pacifique, qui fait à peu près 3 fois la taille de la France. Donc, The Ocean Cleanup a annoncé son nouveau système de nettoyage, qui s'appelle simplement Système 03. Donc, celui-ci est basé sur le système 002, qui a été un succès. Mais sauf que le nouveau système est 3 fois plus grand et donc il pourrait, selon l'organisation, ramasser jusqu'à 10 fois plus de déchets. Donc en fait c'est une sorte de gros filet en U qui est tracté par 2 bateaux, donc un à chaque bord du U, et voilà, il passe au niveau du continent de plastique pour ramasser le plastique. Et avec le nouveau système, il faudrait un bateau en plus, vu que la taille est multipliée, qui serait en fait à la pointe du U pour aider à tracter le filet. Donc le filet total fait quand même une longueur de 2500 mètres, donc c'est quand même plutôt énorme. Et avec ce nouveau système, il ne faudrait que, selon leurs estimations, toujours qu'une dizaine de ces systèmes, au lieu d'une cinquantaine avec le système 002. Donc ce serait plus économique, forcément, vu qu'il y a moins de systèmes, et moins polluant, car aussi il y a moins de bateaux, vu qu'avec l'ancien système on avait 2 bateaux, donc 50 systèmes, donc ça fait une centaine de bateaux. Là, même si on a 3 bateaux, il y en a 10, bon, ça fait 30. Il y a quand même une économie importante sur les carburants et aussi en termes de coûts de matériel, etc. Et en lien avec le plastique, la deuxième nouvelle, c'est que des chercheurs ont découvert complètement par hasard des enzymes capables de digérer le plastique. Donc en fait, celle-ci se trouve dans la salive des larves d'un papillon de nuit, Galeria melonena, pour les plus curieux.
Donc cette découverte a été faite totalement fortuitement par Frederica Bertoncini, qui est l'autrice principale de l'étude. En fait, elle a découvert ces larves en nettoyant une des ruches qu'elle a, parce qu'elle est passionnée d'apiculture. Et en fait, les larves avaient infesté une de ces ruches, et donc elle les a stockées dans un sac en plastique. Et 2 heures plus tard, quand elle a retrouvé le sac, il y avait plein de trous dans le sac. Donc elle s'est dit, ah, il y a un truc à faire. Alors en soi, des enzymes qui digèrent le plastique, c'est pas très nouveau, mais celles-ci, ce qu'elles ont en particulier, c'est qu'elles sont capables de digérer le plastique en quelques heures, à température ambiante, alors que celles précédemment connues mettaient plusieurs jours, voire plusieurs semaines à le faire. Donc l'autrice clame que les utilisations pourraient être multiples. Elle dit qu'on peut imaginer mettre les enzymes en solution et les déverser dans une décharge pour enlever totalement le plastique de la décharge, ou même pouvoir équiper les lieux isolés où la collecte de déchets est très difficile. Donc par exemple, on pense à l'Afrique ou même les petits villages en France qui sont loin de tout, ils ont la collecte une fois par mois, etc. Ça pourrait être une solution, voire même à une échelle individuelle, donc dans les foyers, pour éliminer le plastique directement. Voilà, donc ça permet, si ça peut permettre de réduire les plastiques, les déchets plastiques. C'est une bonne idée, je trouve. Ouais, c'est une bonne nouvelle. On va voir dans les semaines, mois et années à venir s'ils arrivent à industrialiser ces enzymes, mais voilà, c'est prometteur. Ensuite, c'est pas fini, là c'est une grosse chronique de rentrée. 2 autres nouvelles toujours en lien l'une avec l'autre, pardon. Une entreprise toulousaine qui s'appelle L'Équipage est en train de travailler sur une péniche propulsée à l'hydrogène. Alors cette péniche aurait d'une capacité de 300 tonnes, soit à peu près 12 camions, et elle pourrait remplacer le camion pour le transport de fret. Cette péniche serait capable de naviguer sur 60% du réseau fluvial français, selon l'organisation Voies navigables de France, qui gère les canaux navigables en France. Et le projet intéresse aussi grandement la métropole toulousaine, car celui-ci pourrait permettre d'évacuer les gravats dus à la construction de la 3e ligne de métro, qui a lieu en ce moment à Toulouse. Alors je fais juste un petit point sur comment ça fonctionne l'hydrogène. Alors en fait c'est au sein d'une pile à combustible, il y a 2 électrodes, cathode, anode, bon normalement on a tous fait de la physique donc ça va, qui sont séparés par une membrane qui laisse passer les protons. D'un côté on fait entrer le dihydrogène, de l'autre côté de l'air, et les protons en fait du dihydrogène H+, passent au travers de la membrane, réagissent avec l'oxygène de l'air, ça fait de l'eau, et le flux de protons en fait ça fait l'électricité. Ensuite, donc cette électricité peut servir à alimenter des moteurs, comme les moteurs électriques des voitures électriques. Alors en soi, les moteurs à pile à combustible, c'est pas nouveau non plus. Il y a déjà des voitures qui existent avec ce type de propulsion. Donc notamment, si vous avez 71 500 € en poche, vous pouvez vous diriger vers le concessionnaire Toyota le plus proche de chez vous et acheter la Toyota Mirai, qui est en effet une voiture qui existe avec une pile à combustible. Alors le fonctionnement en soi se rapproche d'une voiture électrique, mais le gros avantage c'est qu'on peut faire le plein comme sur une voiture thermique. En fait, on a juste à recharger le réservoir d'hydrogène et on ne doit pas attendre la nuit ou 1 heure, 2 heures que sa voiture électrique se recharge. Donc c'est un moyen pratique de stocker de l'énergie en fait. Parce que à l'heure actuelle, le gros problème de l'hydrogène c'est de le produire. C'est très énergivore, mais voilà, ça peut être intéressant comme manière de stocker de l'énergie. Par exemple, si on le met au pied des éoliennes, quand la demande en électricité est faible, on peut imaginer stocker cette électricité produite avec les éoliennes sous forme d'hydrogène et réutiliser ensuite l'hydrogène pour refaire l'électricité. Pareil sur les barrages, etc. Et ça m'amène à ma deuxième info. Des chercheurs de l'université de Melbourne qui ont mis au point une peinture photovoltaïque. Ils y travaillent depuis 2017. En fait, le procédé est assez complexe, là je vais moins rentrer dans les détails. Ça associe du molybdène et du titane, et ça permet de créer de l'hydrogène par effet catalyseur à partir de l'humidité de l'air. Donc sur un principe un peu inverse de la pile à combustible finalement. Et alors, on pourra stocker l'hydrogène pour le réutiliser plus tard, ou tout de suite même dans sa maison, etc. Voilà. En plus, la peinture est blanche car le dioxyde de titane utilisé est blanc, ce qui permet de baisser la température intérieure des maisons, comme on a pu le voir, alors je pense que ça fait 2 ans à peu près, dans les rues de Los Angeles, ils ont peint les rues en blanc pour abaisser la température de la ville. Est-ce qu'il y a aussi dans le sud de l'Espagne, beaucoup. Ah oui, les maisons possible, sont blanches pour, ouais. Pour les moustiques et pour la chaleur. Ok, je savais pas. Ouais. Et du coup, voilà, sur le même principe, c'est double effet, quoi. Ça permettra donc de réduire les coûts de climatisation des bâtiments, et en plus de produire
de l'énergie. Donc le prix est apparemment aussi beaucoup plus intéressant que les panneaux photovoltaïques qu'on connaît déjà. Et l'avantage aussi des panneaux, par rapport aux panneaux, c'est que ça peut être appliqué partout, sur toutes les maisons, les toits, les bâtiments, tandis que les panneaux, il fallait quand même un minimum une bonne orientation au soleil, soit plutôt sur les toits, etc. En revanche, on n'a pas encore les chiffres de rendement, donc ça c'est la seule inconnue. Qu'on n'a pas à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que pour tout ce qui est solaire, normalement les rendements sont pas très élevés, mais bon, si on multiplie ça à la surface qui peut être mise, ça peut quand même être une bonne solution pour produire de l'électricité et de l'hydrogène. Donc voilà, affaire à suivre aussi. Ok. Et enfin, pour finir, dernière info un peu plus rigolote, si je vous dis échec, triche et plug anal, à quoi ça vous fait penser? Oula. Autant les deux premiers, je me dis, il y a un lien, le troisième. Échec, triche et plug anal. Ouais, et bah en effet, a priori, il n'y a aucun rapport, mais c'est le fait divers qui déchire le monde des échecs depuis un mois environ. Les échecs ont gagné en popularité après la série Netflix Le Jeu de la Dame. Je pense que vous avez tous vu, qui est une série incroyable. Si vous l'avez pas vue, allez la voir, elle est franchement formidable. Super. Donc en fait, cette affaire, on a d'un côté le numéro 1 mondial, donc Magnus Carlsen, c'est un Norvégien de 31 ans, champion du monde 2013, 2014, 2018, 2021. C'est clairement le boss des échecs. Il a réussi à jouer 10 parties en même temps sans regarder, donc c'est-à-dire qu'il était dos à 10 tables et il y avait des mecs qui jouaient, voilà. Et il les a tous battus, parce qu'il a une mémoire incroyable. De l'autre côté, on a Hans Niemann, un Américain de 19 ans, qui est seulement 49 mondial. Bon, ça peut être... C'est quand même bien, hein, c'est quand même un bon joueur, mais voilà, par rapport à Carlsen, normalement, c'est pas grand-chose. Sauf que le 4 septembre, à la surprise générale, Niemann et Carlsen s'affrontent et Niemann bat Carlsen. Donc le 49 mondial bat le numéro 1 mondial. Et donc Carlsen, qui est connu pour sa grosse tête, parce que voilà, quand on est numéro 1 mondial depuis bientôt 10 ans, ça aide pas, insinue sur Twitter que Niemann aurait triché, sans détailler, sans preuve. Et 15 jours plus tard, les deux joueurs se retrouvent à nouveau pour un tournoi en ligne et Carlsen quitte la partie au premier coup joué. Donc il quitte la partie sans explication. Et en fait, on n'a pas de véritable preuve, juste des indices donc, sur le match qui s'est déroulé en présentiel, où Niemann ne semblait pas très concentré, jouait beaucoup mieux que d'habitude, et les internautes ont analysé ses coups, et en fait, il aurait joué à plus de 70% des coups qu'un ordinateur aurait joué s'il avait été dans la place de Niemann, ce qui apparemment est très inhabituel pour des joueurs d'échecs de haut niveau. Bah ouais. En vrai, je suis pas un expert. Donc forcément, les accusations fusent. En fait, les théories les plus folles s'enchaînent, et donc la plus folle aurait que Niemann aurait utilisé un plug anal connecté, contrôlé par un complice à l'extérieur, qui lui aurait alors vibré les bons coups. Niemann a pourtant été fouillé à la fin et au début du match. Une fouille à l'aéroport, comme à l'aéroport, avec un détecteur de métaux. Pour préciser. Mais oui, voilà, ça n'a pas été jusqu'à ce que dans sa plus simple anatomie. Et coup de tonnerre en début de semaine, la plateforme chess.com a annoncé que Niemann aurait triché dans plus de 100 parties en ligne, dont des parties en compétition, entraînant son bannissement de la plateforme. Donc chess.com, c'est la plus grosse plateforme de jeux d'échecs en ligne. Du coup, Niemann se défend alors en disant que c'était dans sa jeunesse et qu'il n'a jamais triché en compétition. Alors il dit qu'il a triché, en effet, il avoue avoir triché, il dit que c'est une de ses plus grandes hontes, entre ses 12 et 16 ans, alors qu'il en a 19. Donc bon, c'était quand même il y a 3 ans où il a triché, donc ça fait pas si longtemps. Donc on peut se demander s'il a vraiment mûri ou pas. Donc voilà, donc pour l'instant il n'y a pas de preuves encore, mais on suivra ça avec grand intérêt. Oh. Insolite en tout cas. Ouais, Je m'y attendais pas. Si ça vibre 5 fois, genre il doit déplacer le cavalier, je sais pas trop. Et là son L3. J'imagine que le nombre des vibrations ça indique une case et que du coup il déplace telle pièce dans telle case, voilà. Les gens ont plein d'imagination quand même. Bon après j'imagine, enfin c'est quand même pas un Brands, donc j'imagine que avec seulement quelques aides il doit pouvoir se débrouiller pour augmenter son niveau, mais c'est vrai que sur les images, il y a quelques images que j'ai vues de la partie, en effet, alors que d'habitude c'est quand même plutôt calme, une partie d'échecs, là il semble très agité, il bouge beaucoup sur sa chaise et tout ça. Donc quand on a cette théorie dans la tête derrière, on peut se dire qu'en effet c'est possible, hein, c'est possible. Voilà. Tout est possible. Merci beaucoup, et puis on va passer à la chronique de Marie. Pour redémarrer le podcast, j'avais envie de parler de quelque chose en rapport avec l'inflation. Bon, c'est pas trop joyeux, mais vous allez voir, ça va le faire.
Ça va peut-être vous paraître un peu catalogue, mais je vais vous présenter plein d'applications ou de sites internet qui peuvent vous être utiles pour faire des économies, mais quand même bien profiter de la vie. Donc on démarre avec l'application Split, qui est une application de partage d'abonnements entre personnes. Donc vous pouvez soit partager vos abonnements, soit souscrire à un abonnement. Donc par exemple, vous pouvez très bien avoir Netflix pour 2 euros par mois ou Disney+. Mais il y a aussi d'autres logiciels comme des logiciels type Microsoft 365 pour 1,80€ par mois. Et aussi plein d'autres abonnements à des journaux type Le Monde ou à des jeux vidéo, je sais qu'ils font pour la Nintendo Switch. Et plein d'autres trucs comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site. De toute façon, on vous mettra le lien en barre d'annonce. On continue cette chronique avec le site Unidays qui vous permet d'accéder à différentes promotions, des bons, des remises, mais aussi des cadeaux et des opportunités d'emploi et d'éducation. Donc ça vous permet par exemple d'avoir 10% chez Apple pour l'achat d'un Mac ou d'un iPad sous le nom Apple Éducation. Mais ça vous permet aussi par exemple d'avoir Amazon Prime étudiant gratuit pendant 90 jours ou par exemple 16€ de réduction chez Flexibus. Donc pour ceux qui veulent rentrer chez leurs parents pour pas trop cher, ça peut être une bonne idée. On part sur l'alimentaire avec les applications Phoenix ou encore Too Good To Go. Donc ce sont des applications qui permettent aux utilisateurs d'acheter des paniers surprises composés de produits invendus à petit prix. Donc en moyenne, un panier ça coûte entre 4 et 6€ et ça peut être soit un panier issu d'un supermarché, d'une boulangerie, d'une charcuterie. Il y a aussi les jardineries, les fleuristes et dans certaines jardineries, ils font aussi des packs pour les produits pour les animaux. Donc ça vous permet de payer moins cher aussi. Pour ceux qui veulent pratiquer le sport, pour pas trop cher, il y a le SUAPS de l'Université de Nantes qui nous est accessible en tant que veto. Et donc vous pouvez pratiquer tout type de sport, il faut juste vous inscrire à 3 sports à la fois, mais vous pouvez très bien en supprimer un pour switcher et changer de sport. Donc ça peut aller de l'athlétisme au kayak, en passant par la musculation et bien d'autres sports. Et le tout c'est pour 50€ par an, donc ça vaut pas mal de coût quand même. Et pour ceux qui s'intéressent à la culture, il y a les musées de Nantes qui sont gratuits les premiers dimanches du mois, mais il y en a aussi pas mal qui proposent des réductions étudiantes, du coup vous payez par exemple 2€ ou rien du tout le long de l'année et de la semaine. Et enfin, il y a le site Wizbee qui vous permet de connaître les différentes aides auxquelles vous pouvez avoir le droit en tant qu'étudiant, que ce soit les aides comme les APL, mais aussi les aides pour vos stages, les différentes bourses. Et pour finir cette chronique et faire une petite transition avec la suivante, on va parler des astuces médicales. Donc tout d'abord pour le dentiste, il y a le programme MT Dents avec l'assurance maladie qui vous permet d'aller gratuitement chez le dentiste l'année de vos 18 ans, 21 ans et 24 ans. Et on finit par une astuce plutôt pour les filles. Sachez que les rendez-vous sage-femme, gynéco et aussi tout ce qui est prescription de pilules sont remboursés jusqu'à vos 25 ans. Donc n'hésitez pas à aller prendre rendez-vous pour que ce soit pour une simple prescription ou un dépistage. Et donc sur ce mot, je laisse la place à Charlotte qui va vous parler du don du sang et de moelle osseuse. Du coup, je vais vous parler du don du sang et du don de moelle osseuse parce qu'il faut savoir que le mois de septembre, c'était le mois du cancer du sang. Et on enchaîne avec d'ailleurs le mois d'octobre qui sera cancer du sein, donc on reste un peu dans le thème. Mais là vraiment on va se concentrer du coup sur le cancer du sang parce que le 15 c'était notamment la journée internationale des cancers du sang. Et ça reste important pour nous de faire un peu de prévention simplement et de rappeler l'intérêt du don du sang, notamment parce qu'il y a des campagnes qui se déroulent à Oniris et vous pouvez donner votre sang et même autour à Saint-Jean, à Carquefou. Et de présenter aussi le don de moelle osseuse parce que je ne sais pas vous mais moi en tout cas le don de moelle osseuse c'est que chi en fait en ce qui concerne ce don là et ça peut toujours être intéressant de le connaître parce que il y a de plus en plus de besoins vis-à-vis de ce don de moelle osseuse. Alors pour ceux qui auraient peur déjà de faire un don du sang, les étapes sont très simples. Tout d'abord, donc il y a l'accueil du donneur. Vous êtes accueilli par une secrétaire. Ce sont des bénévoles en fait qui font partie de l'EFS. Vous vous inscrivez, vous fournissez des informations personnelles avec votre identité complète et ensuite vous remplissez un questionnaire médical. S'ensuit l'entretien médical qui est une étape très importante parce qu'il va permettre de vérifier que le don ne présente aucun danger aussi bien pour le donneur que pour le receveur. D'ailleurs si vous avez trop scoré pendant l'inter, si vous avez trop validé, vous vous faites recaler. Ça m'est pas arrivé personnellement, mais j'ai quelques noms de gens à l'école veto à qui c'est arrivé.
qui se sont fait recaler. Il y en a même un qui s'est fait recaler plusieurs fois à cause Belle perf. voilà, même si vous protégez... Oui, c'est important d'ailleurs de préciser le nombre de partenaires sexuels notamment. Pour l'entretien médical, vous passez donc soit devant un médecin, soit devant une infirmière et il est réalisé donc dans la plus totale des confidentialités en tout cas. Ouais, surtout ça qui est bon à savoir, c'est qu'il n'y a aucun jugement, il n'y a pas de honte et enfin je veux dire. C'est ça. Comme ça, vous pouvez parler franchement vraiment au médecin ou à l'infirmière si vous avez été confronté à des situations à risque. Ça peut concerner les voyages et donc le nombre de partenaires sexuels, justement. Ensuite, donc, si tout se passe bien, il y a le prélèvement qui s'effectue. Alors, généralement, vous vous installez confortablement dans votre super fauteuil. Vous êtes accompagné par, normalement, c'est un infirmier ou simplement un préleveur ou une préleveuse. Ou si jamais vous avez des questions, etc., ou si jamais vous voulez discuter, c'est totalement possible durant tout le prélèvement. Et donc, vous êtes installé dans un fauteuil. Alors, vous pouvez aussi utiliser une fameuse poire pour que ça aille plus vite et pomper. Comme ça, vous faites comme moi et ça ne dure que 2 minutes, top chrono, poire en main. Une vérification de l'identité du donneur peut être également réalisée pour éliminer toute erreur éventuelle lors de la création du dossier si votre dossier n'est pas... est créé à ce moment-là. Et si vous êtes comme moi et que vous avez tendance à faire des crises d'hypoglycémie juste après les prélèvements, on peut aussi vous foutre la tête en bas grâce à ce super fauteuil de prélèvement qui se met absolument dans tous les sens. Ah, j'adore. Mais sinon, si vous n'êtes pas à doudouille comme moi, juste après, il y a la collation, du coup, pour vous rebooster, parce que vous comprenez qu'à donner son sang, ça creuse, quoi, concrètement. C'est la meilleure partie. C'est vraiment la meilleure partie du don, genre vraiment, vous avez un banquier. Faire péter le bidon. Les petits déj à l'hôtel, c'est rien à côté. C'est vraiment... Généralement, le préleveur il va aussi vous donner une petite carte avec un numéro à appeler si jamais vous avez des symptômes de type de maladie, type fièvre, rhume ou gastro-entérite dans les 15 jours qui suivent le don. Ou si vous avez oublié de signaler un élément, il est important que vous contactiez l'EFS pour assurer la sécurité du receveur. Ce serait con de refiler une maladie à un mec qui est déjà anémié Alors, au bord de la mort. Généralement, c'est vrai que le sang est testé ou quoi que ce soit. Je sais que par exemple mes parents qui font souvent qui sont généralement un peu limite en fer, c'est vérifié derrière ou quoi que ce soit. Manon lève les doigts en mode moi aussi. Voilà, donc généralement le sang est testé, mais c'est vrai que si jamais il se passe quelque chose, c'est toujours bien de les alerter après. Bon, plus vite. Et quid du don de moelle osseuse, qui est quand même beaucoup moins connu. Tout d'abord, on pourrait se demander pourquoi ce don de moelle osseuse. Et c'est vrai que la greffe de moelle osseuse, c'est une indication thérapeutique pour 80% des pathologies graves du sang, ce qui est quand même beaucoup. Hein. Chaque année en France, plus de 2000 personnes ont ainsi besoin d'une greffe de moelle osseuse. Et donc ça concerne qui? Ce sont essentiellement les malades atteints d'un cancer du sang, tels que la leucémie. Il peut y avoir aussi des personnes atteintes d'une aplasie médulaire, donc c'est-à-dire que leur moelle produit trop peu ou pas de cellules, ou des maladies génétiques, typiquement la drépanocytose, où les globules rouges sont mal formés et déficients. Et donc du coup, une maladie affectant la moelle osseuse, ça a des conséquences graves. Il y a l'absence de globules rouges, donc entraînant une anémie. On y revient. Il y a l'absence de globules blancs lors des infections aussi, et il y a également une anomalie des plaquettes qui entraînent des hémorragies. Pourquoi est-ce qu'il faut autant de volontaires? Si entre 2 frères ou sœurs d'une même fratrie, la probabilité d'être compatible est de 1 chance sur 4, soit 25%, elle n'est plus que de 1 chance sur 1 million entre 2 individus pris au hasard. Quand même pas beaucoup, quoi. D'où la difficulté de trouver un donneur compatible lorsqu'on a besoin de greffer un malade. Donc il y a vraiment des malades qui sont en attente de greffe. Et vraiment leur point commun, c'est que leur moelle osseuse fonctionne peu, pas ou mal. Et donc du coup, ils ont vraiment besoin d'un dernier recours de bénéficier d'une greffe. Donc on va s'intéresser aux cellules souches dites hématopoïétiques produites dans la moelle osseuse et qui vont permettre de produire toutes les cellules qu'on a citées, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Donc il y a 2 façons de prélever les cellules souches hématopoïétiques. Il y a le prélèvement intra-osseux et l'aphérèse. Et je vais commencer par l'aphérèse, qui est donc prélèvement de cellules souches périphériques. Donc elle est utilisée dans 75% des cas, et c'est une méthode de filtration du sang.
C'est-à-dire que 3 ou 4 jours avant le prélèvement, les donneurs prennent un traitement appelé facteur de croissance. Ça a provoqué la surproduction de cellules souches dans la moelle osseuse, au point que beaucoup passent dans la circulation sanguine. Ce sont justement ces cellules que l'on veut récupérer. Et pour ça, donc, les donneurs sont installés, les donneurs sont branchés à une machine par laquelle passe le sang avant d'être rendu. Donc c'est un prélèvement sanguin spécifique. Bon, le processus est quand même plus long qu'un don du sang, ça prend environ 3 heures. Mais vous pouvez vous occuper tranquillement avec un livre, une tablette, que sais-je, dormir, parce que Netflix, voilà. Vous matez un film, Le Premier Seigneur des Anneaux, non je ne dis pas du tout ça au hasard. Et version longue. Et ensuite, donc les cellules sont recueillies dans un centre de l'EFS via donc un prélèvement spécifique. Et ensuite il y a le prélèvement intra-osseux, qui est la technique qui peut effrayer le plus dans l'imaginaire collectif, et pourtant elle est parfaitement maîtrisée. Du coup, je l'ai pas précisé, mais d'ailleurs l'aphérèse, elle nécessite pas du tout d'anesthésie ou quoi que ce soit. Vraiment, vous vous posez dans votre fauteuil, vous faites ça le prélèvement se fait pendant quelques heures, et ensuite vous ressortez. Par contre, le prélèvement intra-osseux, lui, il doit être fait sous anesthésie générale. Donc en quoi ça consiste? C'est une ponction en fait de la moelle directement dans les os iliaques au niveau du bassin. Et donc c'est une opération qui est faite en bloc sous anesthésie du coup. Ce dont justifie un arrêt de travail, ça c'est un bon plan pour toutes les feignasses. Et cette hospitalisation, elle n'entraîne vraiment aucun frais, ni pour le donneur, ni pour le receveur. Alors, il faut savoir quand même que cette méthode de prélèvement intra-osseux, elle n'est utilisée que pour 20% des dons, ce qui est quand même assez peu au final. Et c'est lorsqu'il est nécessaire de récupérer au final non pas uniquement les cellules souches, mais également leur environnement nutritif et fonctionnel, parce que pour certains patients, principalement en pédiatrie ou dans les cas d'aplasie médulaire, ils n'ont plus aucune ressource en fait disponible pour leur propre moelle, donc c'est vraiment important d'importer cet environnement aussi. Alors, on ne peut pas donner des cellules de la moelle osseuse qu'une fois dans sa vie, on peut le faire plusieurs fois, mais ça concerne généralement que 10% des cas. Et il faut savoir que la moelle osseuse, elle se régénère très bien. Alors déjà, il faut pas confondre moelle épinière et moelle osseuse. C'est pas du tout la même chose. Enfin voilà, c'est comme si on disait un chien et un chat, c'est pareil. Non. Et il y a vraiment aucun risque d'accident de paralysie lors d'un prélèvement de moelle osseuse. Et bon, il n'y a pas de déficience dans l'organisme après. Vraiment, la moelle, elle se régénère naturellement et entièrement dans les quelques jours qui suivent le don. Donc c'est vrai que beaucoup de gens confondent ça, mais ça n'a rien à voir. La preuve, on fait le prélèvement quand c'est sous anest au niveau du bassin et pas du tout au niveau de la moelle épinière, donc voilà. Et il faut savoir que l'agence de biomédecine et l'EFS indique qu'ils souhaitent surtout recruter des hommes entre 18 et 35 ans, car il y a quand même un risque de rejet du greffon à cause des anticorps développés notamment durant la grossesse. Parce que c'est vrai que les cellules immunitaires contenues dans le greffon risquent peut-être d'attaquer les cellules du receveur si par exemple une personne a déjà subi une grossesse, et ça on veut absolument éviter que y ait un rejet de cette greffe. Mais si vous êtes un jeune gars en école vétérinaire, oh mais quelle coïncidence, et vous pouvez foncer. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a pas beaucoup, mais ils sont présents. Parce qu'il faut savoir que plus les candidats et les candidates sont jeunes, et plus la greffe a de chances de fonctionner aussi pour la personne qui la reçoit. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc renseignez-vous pour le don de la moelle osseuse sur dondemoelleosseuse.fr. De toute manière, on vous mettra en description sur YouTube également tous les sites si jamais vous voulez cliquer directement. Et puis après, c'est le site de l'EFS pour le don du sang. Voilà, c'est tout pour le don du sang et de la moelle osseuse. C'est déjà pas mal. Mais alors moi du coup pour rebondir juste là-dessus, en fait en faisant des recherches pour ma chronique, oui, parce que voilà, je fais un peu des recherches. Assiduité, c'est ça qu'on veut. Parce que je suis un grand intellectuel. C'est ça, vraiment le chroniqueur quoi. C'est la première job en plein définition. temps. Ah bah oui, tous les jours 8h-19h, ça charbonne. Non, plus sérieusement, du coup, j'ai vu un article en faisant mes recherches qui parlait d'un homme qui avait été guéri du VIH après une greffe de moelle osseuse, parce qu'il avait aussi une leucémie. Donc, pauvre gars, il a le sida et une leucémie. Et donc, il a eu une greffe de moelle osseuse pour sa leucémie, et il a été guéri du coup du VIH. Il a plus du tout C'est trop bien ça. de virus dans son sang. Donc, c'est vrai que ça peut c'est permettre ça aussi
C'est ça, ouais, de financer la recherche et puis de creuser aussi cette perspective thérapeutique, ça peut être grave intéressant. Donc, moralité, donnez votre sang et votre moelle osseuse. Voilà, soyez pas des radins. Avant que vous tombiez enceinte. Avant que vous tombiez enceinte. C'est ça. Merci beaucoup. Et puis c'est parti pour la chronique humour. Alors aujourd'hui, j'ai la super tâche d'essayer de trouver et de sortir des vannes après avoir abordé des sujets assez sérieux. Alors on pourrait dire que c'est toujours aux éclopés de faire le sale boulot, moi personnellement j'appelle ça la sélection naturelle. Donc pour cet entracte humoristique, la question qui m'empêchait littéralement de dormir la nuit, c'était qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire, quel sujet je vais pouvoir aborder. Alors j'ai commencé à regarder autour de moi, je vois qu'à Nantes il y a eu une manifestation pour lutter contre l'insécurité. Ouais, pas fou, hein, pas vraiment propice à la vanne, et je me voyais mal faire des trucs du style je sais pas si vous avez remarqué, mais marcher seul la nuit à Nantes c'est un peu tendu, ou des trucs du style on dit que les quartiers nord de Marseille c'est risqué, bah venez à Nantes, vous verrez qu'à côté c'est Ibiza. Donc du coup je décide de m'éloigner un peu de la France, d'aller jeter un coup d'œil du côté de nos amis les Anglais, et merde, pas de bol, bah la vieille elle a passé l'arme à gauche quoi, la reine est morte. Donc je commence à me demander si c'est pas le début de l'apocalypse, parce que bah je me dis qu'on nous a clairement menti sur la marchandise. Pour moi comme pour beaucoup de gens, la mamie bah elle était immortelle. Donc bon je me dis, est-ce que je pourrais parler de la discussion que j'ai eue à 1h du matin avec mon copain qui est justement anglais, et qui ressemblait plutôt à une leçon de français. Alors me demandez pas pourquoi on en est arrivé là, mais le sujet de Discord concernait l'expression « le week-end prochain ». Je n'arrivais pas à lui faire comprendre que week-end prochain et week-end qui arrive voulaient dire exactement la même chose. Problème, il en démord pas, moi non plus. Je lui fais gentiment comprendre que la langue de Molière c'est la mienne et qu'il devrait mieux se contenter du shortbread, du thé Earl Grey et du petit doigt levé. Plus on avance dans la discussion, plus je me rends compte qu'en fait on a exactement la même idée dans la tête, donc au final une discussion interminable, le serpent qui se mord la queue. C'est comme si l'un dit « moi je suis végétarien » et l'autre lui répond « ah ouais bah moi je mange ni viande ni poisson ». Bref, du coup je suis allée de l'autre côté de l'Atlantique et là j'ai trouvé mon bonheur, j'ai vraiment retrouvé foi en l'humanité et je pense sincèrement que les Américains, ils ont clairement quitté ce monde depuis très longtemps. Hailey Bieber, donc femme de Justin Bieber, s'est vue recevoir une quantité astronomique de haine sur TikTok pour, je cite, « appropriation culturelle concernant, attention tenez-vous bien, son rouge à lèvres. Alors quand il s'agit de retirer les armes dans les écoles, y a personne, mais alors quand il faut blâmer une célébrité pour un trait de crayon autour des lèvres, là y a du monde. » Alors du coup j'ai 2 commentaires, si vous voulez je vais vous les lire, mais attention, accrochez-vous, ça va faire un petit peu mal à la tête. La première personne écrit « Ça ne se fait pas d'essayer de faire passer un coup de crayon marron pour ta propre idée et d'appeler la couleur brownie, alors que ça a clairement été créé par des femmes de couleur, tout en considérant tout le temps durant qu'elles ont essayé de contacter les marques pour qu'elles arrêtent de donner des noms de nourriture aux teintes sombres. » Ouais, là j'ai clairement besoin de 2 Doliprane, d'une bonne nuit de sommeil, et on passe à autre chose. Mais il y a une deuxième personne qui écrit « Je pleure parce qu'elle a fait ce maquillage des lèvres que les femmes noires et latinas portent depuis les années 90 et qu'elle l'a appelé Brownie Glazed Lips pour que ça sonne mignon. Si t'essayes de faire le buzz avec quelque chose, tu peux au moins dire où tu as trouvé l'inspiration. » Alors ouais, là j'ai clairement pu les mots, les gens s'offusquent à outrance, en redondande. On aura beau dire que la mode est un éternel retour et que tout le monde peut porter ce qu'il veut, mais au final non, pas si tu es une femme blanche. Dans ces cas-là, j'aurais envie de dire qu'à l'inverse, les femmes noires auteurs de ces fameux commentaires et qui font des lissages brésiliens font aussi l'appropriation culturelle, mais j'aurais peur qu'on me traite de raciste. Je l'ai dit à haute voix ? Bon bah tant pis, bref, passons. Deuxième chose, tout le monde se souvient de Amber Heard, donc l'ex-femme de Johnny Depp. Elle avait disparu, entre gros guillemets, du radar des médias, en fait. Elle avait dit qu'elle voulait disparaître justement de ce radar. Sauf que pas de bol, elle a été vue avec sa fille et sa compagne en Espagne, elle aurait changé d'identité et aurait déménagé là-bas pour, je cite, passer inaperçue. Alors je pourrais m'arrêter là en disant bravo Amber, well done, c'est réussi, une seule mission que t'avais et t'as réussi à la rater. T'aurais même pu mettre une pancarte devant ta villa avec écrit « Quelqu'un habite ici, mais ce n'est surtout pas Amber Heard » et le tour était joué. Après, on dit souvent « plus c'est gros, plus ça passe ». Justement, elle s'est pas arrêtée là. Selon le journal espagnol El Diario de Mallorca, elle se serait renommée Martha Jane Canary, pour garantir son anonymat toujours. Seulement, c'est le nom complet de Calamity Jane, donc grande figure de la conquête de l'Ouest, pas sûr que ça colle avec le personnage. Pourtant, il en existe plein des prénoms, Josiane, Ursula, même Clitorine, mais non, parmi tous les prénoms, c'est celui qu'elle a choisi. Alors j'avais bien compris depuis longtemps que c'était pas forcément le couteau le plus aiguisé du tiroir. Bref, encore une fois, hein, quand on est blonde, on se refait pas, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Bon bah voilà, c'est la fin du premier épisode de cette nouvelle saison du podcast. J'espère que vous l'aurez apprécié. Merci les gars d'avoir été là, c'était toujours
un plaisir de faire ces épisodes. Et puis on se retrouve au plus vite pour d'autres news et pourquoi pas d'autres formats. Yes. Salut. J'irai au ciel rejoindre une puce, le petit Lamine. Regarde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille. On a toujours fait que du sale et nos parents ne font que...